Salut à tous, bienvenue dans Paraculte, un podcast dont le concept se résume en une phrase. On vous parle des choses qu'on a aimées. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve Guillaume Poggiaspala dans un appartement entouré de petits travaux. Salut Guillaume. Et oui, ça fait un bon moment effectivement qu'il y a des petits travaux au-dessus de chez moi. J'espère que vous n'entendrez rien et que le micro fera son boulot, mais voilà, désolé si vous entendez des petites perceuses, comme en ce moment par exemple. Écoute, ça s'entend pas plus que ça tape, ça fracasse, c'est normal. C'est pas Dino Trucks pour ceux qui connaissent, pour les enfants sur Netflix, c'est une micro-reco, Dino Trucks, c'est sympa. C'est des dinosaures engins de chantier, très sympa. Voilà, donc c'est ça l'épisode, enfin, c'est Paraculte Dino Trucks. C'est ça l'épisode, allez, bonne journée, à la semaine prochaine. Non, on a prévu de vous parler de long métrage et de manga en particulier dans cet épisode. Je dois dire, Guillaume, que c'est une recommandation que Cassim Ketfi, qu'on a déjà entendu dans Paraculte et qu'on entend régulièrement dans notre autre podcast Tech Café, c'est une recommandation qu'il m'avait fait depuis pas mal de temps maintenant, je pense au moins un an. Il m'avait recommandé le manga Your Name, que je crois tu connais bien, Guillaume. Oui, Makoto Shinkai, c'est vrai que je connais pas trop mal, parce qu'en fait, sans plus ou moins m'en rendre compte, j'ai vu tous les longs métrages de Makoto Shinkai, donc de La Tour au-delà des nuages jusqu'aux Enfants du temps. Et oui, donc j'ai vu Your Name, que j'ai énormément aimé aussi. Je suppose que t'as aimé, enfin je pars du principe que t'as aimé, peut-être c'est pas le cas. Ouais. Mais... Si, c'est le principe du podcast, évidemment. Ah bon, quand même, voilà, évidemment. Si. Donc oui, j'ai vu Le Voyage vers Agartha même avant, et donc Your Name et Les Enfants du temps. Bah écoute, donc qu'est-ce que tu as pensé de Your Name alors ? Alors écoute, moi je connaissais pas du tout le réalisateur, donc tu pourras remettre ça en perspective de son œuvre, mais c'est vrai que j'ai eu ce sentiment en regardant Your Name, déjà de voir un truc qui me retournait un petit peu le cerveau. Alors non pas que ça t'oblige à réfléchir massivement, mais il y a quand même des éléments scénaristiques qui sont très forts dans l'histoire. Je préviens tout de suite, je vais dire des éléments du film, enfin du manga, c'est un dessin animé, hein, c'est un long métrage, mais je vais évidemment en dire le moins possible sur l'aspect scénaristique, parce que, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qu'il faut voir, et si je vous explique un petit peu trop ce qui se passe dedans, je vais tout vous gâcher. Donc je vais donner des éléments. En revanche, le sentiment que j'ai eu, Guillaume, en regardant Your Name, c'est un petit peu le même sentiment qu'on a quand on a fait un rêve, et tu sais, on a une petite phase juste après le rêve où on se souvient un petit peu de ce qui s'est passé, mais très vite après on oublie. Je pense que ce sentiment il correspond assez bien aux éléments qui sont abordés dans Your Name, qui est, de ce que j'ai pu voir en termes en m'étant un petit peu renseigné, c'est le plus gros succès de l'année 2016 au Japon. C'est le deuxième plus gros hit japonais de toute l'histoire de tout ce qui s'est diffusé au Japon. A priori, entre deux Miyazaki, il est devant Le Château ambulant et juste derrière Le Voyage de Chihiro. Et c'est intéressant d'avoir ces points de repère, parce que les films de Miyazaki, je les ai beaucoup plus vus, contrairement à Makoto Shinkai. J'ai vu beaucoup plus de longs métrages de Miyazaki, et j'ai tendance à comparer un peu ses œuvres, alors que je pense qu'il y a énormément de différences et de réserves à avoir dans les comparaisons. En tout cas, c'est le long métrage manga qui, a priori, a engrangé le plus d'argent. Alors, est-ce que le succès est à la hauteur de la création ? Bah écoute, comme je le disais, c'est très difficile de le présenter sans en dire trop, donc je vais pas m'étaler, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que d'une part, visuellement, on a un traité avec un dessin traditionnel qui est mêlé subtilement avec des éléments d'animation 3D, qui sont peut-être monnaie courante dans les films d'animation maintenant, mais que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter autrement qu'avec Your Name. Je crois que j'avais vu un long métrage de Yokai Watch avec mon film qui était déjà traité avec ces méthodes-là, et ça rendait graphiquement extrêmement bien. Je crois qu'il y a un long métrage Pokémon aussi qui arrive, qui est sur ces mêmes principes. De toute façon, c'est une technologie qui est utilisée par Disney depuis très longtemps. Je me rappelle de Aladdin, où le tapis volant d'Aladdin, il est fait en 3D intégralement. C'était les premières fois où on le voyait, et on voyait bien que c'était de la 3D, et je pense que, je sais pas si ça a bien vécu. Là, l'œuvre est extrêmement bien traitée sur le plan graphique grâce à ces deux mélanges, et rien que pour la poésie visuelle, c'est déjà un excellent moment à passer en regardant Your Name. Ensuite, on a la musique, et je dis ensuite alors que je devrais peut-être commencer par là, parce que là aussi, d'après ce que j'ai pu voir en termes d'informations autour du film, et je sais pas si c'est des choses qui sont vraiment avérées, mais il semblerait que la musique a été écrite avant le storyboard. Honnêtement, ça m'étonnerait pas, parce que la musique a fait partie de ces bandes
bande originale de long métrage que tu cherches à réécouter après avoir vu un film et qui te font revivre au moins en partie quelques émotions du film. Évidemment, des émotions, vous l'avez compris, on en a plein en regardant Your Name. Il y a plein d'émotions différentes. Ça va vous dérouter, ça va vous faire rire, ça va vous rendre triste, nostalgique par moments, vous allez avoir un petit peu peur. Vraiment bouffé d'émotions tout au long du film. Et le mélange des deux, l'ensemble visuel et la musique et surtout l'histoire, ça constitue une véritable poésie moderne pour moi, où tout travaille de concert avec un résultat qui est forcément marquant. Alors j'en viens au pitch, qui, encore une fois, va être relativement sommaire. Je vais essayer de vous donner envie, parce qu'en plus, quand on donne les seuls éléments qu'on peut vraiment confier du pitch, j'ai peur qu'on tombe dans le cucu, mais croyez-moi, le film dans son ensemble n'est pas cucu. On a 2 adolescents, il y a Mitsuha, qui est une jeune fille, qui est très plongée dans un environnement bercé par les traditions japonaises. Elle vit dans une ville qui est un petit peu éloignée de Tokyo, donc pas une grande métropole japonaise comme on a l'habitude de les connaître. Elle participe d'ailleurs, par exemple, à une fabrication de saké traditionnel là-bas, qu'on connaît pas beaucoup et qui fait sourire quand on voit la procession, mais qui, en tout cas, s'inscrit vraiment beaucoup dans les traditions japonaises. Et on a en face Taki, qui est un autre adolescent, un garçon, qui, lui, vit à Tokyo, donc il est vraiment dans un environnement moderne, il suit ses études, il a ses copains, il a sa vie en ville, et on a vraiment le contraste entre ces 2 personnes, donc 2 adolescents, un garçon, une fille, une qui vit dans un environnement plus rural, avec des traditions, qui voudrait s'échapper d'ailleurs de cet environnement un peu rural, où il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est quelque chose où elle vit un petit peu en marge, elle aimerait vivre d'autres choses, et à l'inverse, donc Taki, qui vit dans un environnement urbain et très moderne. Et en gros, ce qu'on peut en dire, c'est que certains matins, ces 2 adolescents se réveillent en ayant échangé leur corps. Voilà, je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que sinon ce serait poser des problèmes, et ce serait surtout divulgacher la nature de l'histoire, qui gravite, et c'est le cas de le dire d'ailleurs également, autour du passage d'une comète à proximité de la Terre. Je dis ça parce que là, je ne dévoile pas beaucoup d'éléments de l'histoire qu'il ne faudrait pas gâcher, mais c'est juste pour vous montrer, et en vous laissant suggérer l'existence de l'histoire de cette comète, qu'il y a d'autres choses qu'une histoire romanesque ou d'amour entre 2 personnages un peu clichés qu'on pourrait trouver, et évidemment il y a des choses qui sont beaucoup plus originales, profondes, et qui vont probablement beaucoup plus vous marquer. Ça tourne évidemment beaucoup autour de visions de l'existence au Japon, où rien ne se produit par accident, où il y a une forme de lien à la destinée qui est très très fort. Et évidemment, on peut se plonger dedans très facilement, même si on ne connaît pas bien la culture japonaise. Moi, je ne pense pas que j'ai une culture très approfondie de ce qui se passe au Japon et de la culture japonaise, et je n'ai pas été du tout heurté pour comprendre Your Name. Et c'est peut-être aussi une des raisons de son succès, c'est qu'il s'inscrit bien au Japon, mais il peut très très bien se comprendre si on ne connaît pas les fonctionnements au Japon, si on n'est pas aguerri sur les traditions, bien évidemment. Et surtout, je pense, un des éléments très forts de son succès, c'est que l'histoire est marquante, c'est forcément un film qu'on a envie de recommander une fois qu'on l'a vu, et le rythme est extrêmement bien fait, c'est très rythmé, c'est très puissant, ça garde captif, et on passe par des successions d'émotions très différentes, comme je le disais tout à l'heure, des hauts, des bas, on s'ennuie jamais. Et encore une fois, quand on s'arrête, quand on a vu le film, on reste un petit peu scotché, on a besoin d'y réfléchir. Et il me semble aussi que c'est un film qu'on a envie de revoir, et on va voir des éléments de détail lors des autres visionnages qui vont prendre tout leur sens. Je vais pas en dire beaucoup plus, au risque encore une fois de gâcher le film. Guillaume, toi tu l'as vu, Your Name, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu rejoins un petit peu les éléments que je souligne, ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses à compléter ? Écoute, ouais, non, je pense que t'as tout dit, non, t'as pas dit grand-chose en fait, et c'est pas plus mal. C'est vrai qu'on peut juste dire qu'il y a aussi un élément surnaturel aussi qui va venir mettre un petit peu de piment dans tout ça. Et alors,
l'histoire, c'est vrai que c'est une histoire d'amour entre deux ados, donc c'est pas quelque chose de très très original, mais la manière dont c'est mis en scène, et puis c'est vrai l'excellence graphique, mais ça c'est vrai que c'est chez Makoto Shinkai, c'est depuis le début en fait, hein, puisque même La Tour au-delà des nuages, même Voyage vers Agartha, qui date de 2011, donc qui est un truc plus fantasy, un petit peu plus pour les plus jeunes d'ailleurs, qui n'a pas eu un succès, enfin disons, qui a été accueilli par la critique de manière beaucoup moins dithyrambique que Your Name, qui était sympa quand même, hein, mais bon, voilà, un peu moins puissant, on dirait. Bah, Voyage vers Agartha, il était déjà magnifique. Et d'ailleurs, moi, je me souviens d'un court-métrage que j'ai vu il y a quelques temps, qui s'appelait The Garden of Words, qui raconte encore une histoire toute simple aussi, hein, celle d'un garçon qui sèche les cours parce qu'en fait, il veut devenir cordonnier. Et puis, dans un jardin, pendant la saison des pluies, il rencontre une femme qui s'avère être une prof. Et en fait, c'est tout simple, mais c'est très très touchant parce que c'est aussi très délicat. Il y a cette manière effectivement d'aborder les sentiments de manière assez délicate et de bien saisir chez Shinkai la passion de l'adolescence, quoi. Ça se sent aussi énormément dans son film suivant qui est Les Enfants du Temps. Donc Les Enfants du Temps aussi c'est pareil, hein. C'est une romance entre deux ados, pareil, avec un petit brin de surnaturel. Bon, c'est pas du tout la même histoire, mais il y a toujours aussi cette extraordinaire virtuosité de la mise en scène et cette beauté visuelle, hein, qui est assez incroyable dans tous les films de Shinkai, je trouve. Et là encore, si tu veux, on retrouve cet élan adolescent, quoi. Voilà, on retrouve la passion, on retrouve, je sais pas, peut-être ce qui nous fait défaut en tant qu'adulte, peut-être un petit peu, et ces sentiments à fleur de peau. Je trouve qu'il arrive à bien les saisir, quoi, voilà. Ouais. Pour moi, c'est vraiment de l'orfèvrerie, hein, quand on regarde Your Name, la manière dont c'est travaillé. Je sais pas si... Je suis pas encore une fois un grand expert, un grand critique de film, mais je me dis, je sais pas si on peut lui reprocher beaucoup de choses, s'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être sujets vraiment à être critiques négatives, et ça frôle la perfection, c'est vraiment de l'orfèvrerie pour moi en termes d'œuvre, et ça se conseille virtuellement à tout le monde. Alors forcément, si vous êtes allergique au dessin animé ou au manga, ça va être compliqué, mais c'est vraiment le genre de long métrage qu'on peut recommander à presque tout le monde. Regardez-le à tête reposée ou re-regardez-le avec d'autres personnes, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Oui, mais de toute façon, l'histoire, c'est des thèmes qui sont universels et intemporels, de toute façon. Absolument. C'est pour ça que ça se transpose très bien. C'est vrai que donc la fille, elle est prêtresse, en fait, elle est prêtresse dans un petit village, quelque part, pendant les festivals. C'est vrai que c'est hyper japonais, on parle de la fabrication du saké, bon voilà, tout le monde s'en fout ici peut-être, mais finalement l'opposition, voilà, c'est l'opposition entre deux Japons, c'est l'opposition aussi qu'on retrouve dans plein de pays, hein, entre voilà, la tradition et la modernité, hein, toujours, hein, ça paraît une sorte de tarte à la crème, dit comme ça, mais c'est super bien foutu, et voilà, et le thème du lien, qui est donc mis en évidence dans le film, voilà, c'est très bien foutu parce que c'est très poétique, en fait, et ça du coup, ça a une portée universelle. Et puis oui, il y a la musique des Radwimps, c'est vrai, qui te reste en tête. Magnifique, ouais, magnifique. Avec de la musique qui est très variée d'ailleurs, hein. J'ai presque envie de pas vous inciter évidemment à écouter la bande originale sans avoir vu le film, ce serait, je pense, dommage. Et encore une fois, je trouve ça génial de revivre des émotions visuelles rien qu'avec une musique, mais chacune des chansons, chacune des musiques plutôt du film a vraiment une identité intéressante, et il y a quelque chose qui montre que c'est pas du tout linéaire. Je serais pas étonné, hein, encore une fois, que ça se confirme comme étant vrai, le fait qu'ils aient conçu la musique avant le storyboard, même si ça m'interpelle, je trouve que c'est peut-être très compliqué, mais bon. Radwimps, ils existent depuis, je sais pas, 2003 ou un truc comme ça, il me semble. Les Radwimps. Donc c'est un groupe japonais de rock qui existe depuis 2003 et qui a fait plein de trucs, quoi. Le Radwimps, ça veut dire wimp, c'est une mauviette, et wimp, c'est un faible. Mais rad, c'est cool, donc en fait c'est des super mauviettes. C'est marrant. Super mauviette. Très bien. Bah écoute, en tout cas Guillaume, gros carton pour moi dans mon esprit et dans mes souvenirs, et donc je ne peux que le recommander à mon tour, comme l'avait fait Cassim, et comme tu l'avais fait aussi à ta manière en rebondissant sur ce qu'il avait dit. Guillaume, toi aussi tu es venu avec une reco. Tu vas pas nous parler de chaîne de maquillage sur YouTube, mais tu vas nous parler de Maquilla. Excuse-moi du mauvais jeu de mots. Désolé, bah oui, non mais je sais, c'est un petit peu étrange comme truc. Et oui, c'est vrai que dernièrement, et sur les conseils de Netflix, hein, j'ai regardé A Whisker Away, alias Loin de moi, près de toi,
Bon, c'est une traduction extrêmement libre, donc rassurez-vous, ça n'a rien à voir non plus avec le titre original, hein, le titre original en japonais qui veut dire un truc comme « je veux pleurer, je me déguise en chat ». Sachant qu'en fait, le verbe utilisé, c'est pas vraiment déguiser, mais c'est plutôt porter un chapeau, se mettre un truc sur la tête, se couvrir, mais aussi être similaire, bon voilà, comme en portant un masque par exemple. Et c'est ainsi que la magie du flou du japonais met le pitch entier du film dans le titre, puisque c'est exactement ça, l'histoire est assez simple. C'est une jeune fille un peu délurée qui craque pour un garçon sérieux et réservé. Bon, elle est mise à l'écart pour son comportement fantasque, hein, qui cache une blessure profonde. Lui, il est tiraillé entre ce qu'on attend de lui et ses véritables aspirations. Il y a l'incursion du fantastique qui va les rapprocher, et donc, voilà, par exemple, c'est la première fois qu'elle, donc Mio, donc elle va faire une rencontre surnaturelle au festival d'été, et voilà, et avec le titre japonais ou anglais, vous le devinez bien sûr, hein, c'est un gros chat yokai qui va lui faire une sorte de proposition faustienne avec un masque magique. Et donc Mio et Kento vont se rapprocher sans le savoir, et donc il y aura des hésitations, des maladresses, des malentendus, un climax, un dénouement spectaculaire et romantique, et j'ai bien aimé, voilà. Pourtant avec un pitch fleur bleue et pas extraordinairement surprenant comme ça, d'amourette entre deux collégiens, j'aurais pas parié dessus. Mais bon, apparemment Netflix me connaît mieux que moi-même, hein, donc voilà, ça m'inquiète un tout petit peu. Et oui, en fait, le film est destiné quand même à un public un peu plus jeune, et oui, c'est un peu prévisible, c'est pas inratable. C'est pas inratable, faut pas exagérer, mais c'est quand même charmant, et c'est bien fait graphiquement, et le scénario aussi, je sais pas, il arrive à rendre les persos attachants, et l'ensemble assez dynamique. Donc j'ai été eu, voilà. Bon. Et c'est probablement en grande partie par Mari Okada, qui est, et c'est pas la première fois en fait, hein, que je me fais avoir par Mari Okada. Donc Mari Okada, c'est une scénariste d'animé qui est très connue depuis 98, c'est un vétéran, hein, il y a presque 10 ans déjà, je regardais Anohana, qui est un petit animé, alors une petite série, parce qu'il n'y a que 11 épisodes, hein, c'est un animé coming of age qui m'avait littéralement arraché des larmes. Parce que, sans avoir l'air d'y toucher, de manière ultra mignonne, on aborde quand même la mort d'un enfant, la culpabilité, le deuil, et la vie qui avance malgré tout, hein, pour un groupe de jeunes enfants ados, parce que ça se passe sur 2 temporalités. Et bon, plus récemment, j'avais vu d'elle sans savoir aussi The Lost Village, qui reprend, sans le dire, la légende urbaine d'Inunaki, comme le dernier film de Takashi Shimizu, que j'ai évoqué dans les films d'Halloween. Mais bon, honnêtement, je trouve que The Lost Village le fait beaucoup mieux, en fait, que Takashi Shimizu. Et donc voilà, cette nouvelle incursion fortuite un petit peu de Mari Okada avec des masques de chat, m'a donné envie de vous recommander un autre film, hein, qui est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et qui s'appelle Maquia. Alors, Maquia, évidemment, il était bien sûr attendu par les amateurs, hein, mais pas par moi, parce que moi je savais pas tout ça à l'époque, hein, où j'ai regardé presque par hasard ce film qui est sorti en 2018, et j'ai été eu, là encore, voilà. Bon, maintenant je le sais, hein, je me méfie de Marie, hein, parce qu'elle a réussi presque à tous les coups, et c'est ça va pas. Et donc Maquia, donc sous-titré When the Promised Flower Blooms, avec un titre japonais qui a encore une fois rien à voir, c'est un long métrage d'animation de presque 2 heures, hein, qu'elle a réalisé et écrit, et cette fois c'est de l'heroic fantasy. Donc dans le film, on est dans cette période charnière un petit peu qu'on retrouve parfois, où la magie cède peu à peu la place à la technique. Tu vois, le fantastique est sur le déclin, voilà, comme les Renato, qui sont les dragons du film en fait, et qui depuis toujours font la force du royaume de Mesart. Mais là il y a une maladie mystérieuse qui s'appelle la maladie des yeux rouges, qui les rend fous, agressifs, et ils meurent peu après. Donc à Mesart c'est des humains, hein, mais il y a aussi dans cet univers il y a des elfes aussi, les Yorf. Et comme l'évoque la matriarche, on avait bien plus de diversité par le passé, mais la plupart des autres espèces se sont éteintes depuis. Bon bah les Yorf c'est des elfes, hein, ils sont donc grands, beaux, immortels, ou presque, et ils s'isolent même du monde, parce que voilà, le monde qui bouge, hein, qui évolue, eux ils restent sur leur terre immuable, on les appelle les isolés à cause de ça, parce qu'eux ils tissent, ils font du tissage, ils font des grandes étoffes qui s'appellent les ibioles, et c'est pas un tissu ordinaire, parce qu'en fait c'est une chronique. Les tisseuses Yorf impriment, elles écrivent, hein, dans leur toile des choses qu'elles seules peuvent lire, et ce sont les souvenirs du monde. Il y a un aspect un petit peu magique évidemment là-dessus. Et bon, Maquia c'est qui? C'est une jeune orpheline, Yorf. Donc elle est assistante de Racine, la matriarche, mais elle s'emmerde. Voilà, elles se sont seules, elle n'arrive pas trop à connecter avec les autres Yorf, et elle a envie de voyager. Voilà, on peut comprendre, hein, surtout en ce moment. Et le voyage, il va lui arriver sur la tronche. Et oui, puisque Mesart va lancer un raid avec les dragons, donc les dragons qui lui restent, hein, il lance un raid sur Yorf, parce que l'immortalité, évidemment, attire la convoitise du roi, qui sent bien que son avantage dragon se réduit petit à petit, alors du coup il se dit, l'avantage immortalité, ça pourrait être pas mal, donc allons choper toutes les femmes Yorf, et en particulier la princesse, pour avoir des bébés immortels, peut-être, on va savoir, on ne sait pas trop. En tout cas,
Maquia, elle, bon, elle va survivre à l'attaque, hein, vous vous en doutez. Elle est emportée par un dragon malade et donc un peu barge très très loin dans une forêt. Et elle finit par tomber sur un village nomade qui a été dévasté, où on entend les pleurs d'un bébé. Un bébé qui sent le soleil d'ailleurs, qui sent le soleil comme Mio dans A Whisker Away. Donc on sent des petites choses récurrentes chez Marie, comme ça, c'est assez marrant. Et bon, c'est ainsi que commence la vie de Maquia dans le vrai monde. Voilà, c'est une ado immortelle et un enfant qui vont devoir survivre. Mais c'est pas un récit d'aventure du tout. C'est une fresque sur la maternité, sur le rapport au temps. Donc c'est un film qui est relativement long, et il faut bien ça, hein, parce qu'il retrace toute une vie. Une vie riche, hein, dans un monde en pleine mutation, avec des guerres, des naissances, des pertes, des retrouvailles, des adieux, tout ça, tout ça. Donc on va suivre Ariel, qui est le fils de Maquia, et quelques autres Yorfs survivants, et évidemment Maquia elle-même. Hein. Donc voilà, cette elfe projetée dans le monde malgré elle, mais qui finalement choisit aussi d'embrasser la marche du temps, tu vois, qu'elle choisit d'aimer malgré les souffrances. Et pourtant, Racine, la matriarche, l'avait prévenu. Hein, Mais bon, le temps d'une vie, elle va quand même participer, une fois au cycle sans fin, avant de repartir hors du temps. Donc, faut pas vous laisser avoir hein, par l'aspect ultra mignon des personnages, puisque si vous regardez les photos, c'est vrai que les personnages sont... les personnages ont un style qui est très... un peu anaplat, très simple, très épuré, alors que les décors, par contre, sont très détaillés. Mais bon, donc oui, les persos ont une tête ultra mignonne, mais pourtant, Maquia, c'est un film qui peut tirer des larmes. Hein. Voilà, il est aidé donc par sa direction artistique, parce que c'est vrai que les décors sont vraiment, vraiment superbes. Bon, le contexte fantasy peut faire un peu déjà vu, hein, surtout vu ce que je vous ai dit, mais je trouve qu'il fait le boulot, et puis de toute façon, il sert à mettre en valeur, là encore, un des thèmes universels et intemporels, et il le fait bien, quoi. Donc c'est vraiment très très bien fait, très très bien produit. Voilà, je sais pas si c'est, je connais pas le budget en fait, j'ai pas trouvé le budget, mais voilà la production value comme on dit est très très bien. Après reste la question du doublage, puisque bon Maquia a été doublé en français, et perso je trouve qu'il est pas formidable. Donc alors il a le mérite d'exister, hein, mais j'ai l'impression qu'en France on double Maquia comme on double un dessin animé pour enfants, tu vois. D'accord. C'est pas un dessin animé pour enfants, c'est un film. Et au Japon, on double ces longs métrages comme des films, des vrais. Bon, au Japon, on double même tout avec beaucoup de sérieux, avec vraiment beaucoup de sérieux. Même des trucs érotiques improbables avec des Monster Girls. Hein, il y a vraiment une grosse différence de culture. Ah mais c'est vrai. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion à un moment quand j'avais regardé quelques épisodes de Monster Museum parce que je trouvais ça délire. Écoute, imagine ça en France. Bon, alors, tu vois Coco là, on a un animé avec une femme serpent à gros seins, une femme oiseau et une femme cheval à gros seins. Écoute, moi je vois bien Isabelle Huppert pour doubler la femme cheval. Et là, t'as Isabelle Huppert, vraiment, tu vois, qui arrive dans le casting et qui donne son meilleur, tu vois, pour exprimer toute la noblesse de la femme centaure. C'est vraiment comme ça que c'est fait au Japon, hein, je te jure, c'est assez impressionnant. Et bon, ok, ça sera un peu abusé, effectivement, mais bon, pour Maquia, je pense que c'est indéniable que l'émotion exprimée par les acteurs et actrices japonais est bien supérieure à celle exprimée par les doubleurs et les doubleuses françaises. Et ça compte. Essayez de passer d'une piste à l'autre, hein. Voilà, sur le Blu-ray, vous passez d'une piste à l'autre, et vous voyez bien, hein, entre la doubleuse japonaise et la doubleuse française, il y en a une qui le vit, et puis il y en a une autre qui le lit, tout simplement. Bon, quoi qu'il en soit, le film est une réussite, hein, je trouve. Il a eu des prix d'ailleurs au Shanghai International Festival Film Festival, pardon, et au Asia Pacific Screen Awards. Et il est passé à Annecy en 2018, et il est même brièvement sorti en salle en France. Bon, par contre, aujourd'hui, comment voir Maquia ? C'est fort dommage, mais je ne l'ai pas trouvé en VOD. Donc il n'est pas sur Netflix, il n'est pas sur Prime Video, mais il n'est pas sur OCS non plus, il est nulle part. À ma connaissance, en fait, il n'est pas en VOD. Il est peut-être en VOD sur des plateformes d'animé, d'ailleurs, j'ai pas regardé sur toutes les plateformes ADN ou ça, mais il faudra essayer, sinon, évidemment, il reste l'option DVD Blu-ray. Donc si vous êtes client du genre, ça vaut le coup. Donc je sais que c'est un petit peu étrange de recommander un Blu-ray, mais bon, s'il n'y a pas d'autre possibilité, que vous êtes, que ça vous tente... allez-y, je pense que c'est encore un film effectivement qui... c'est un film qui fait pleurer. Je pense en fait que là, on a un thème, le thème de cette émission, c'est les films qui font pleurer, non ?
Oui, et les films derrière lesquels il faut pas se réduire à l'apparence des personnages ou à l'impression qu'on peut avoir au premier abord, parce que je comprends qu'il y a une émotion différente de la simplicité des designs de personnages, comme tu disais. Un truc qui peut être déroutant du même ordre, c'est The Abyss, Into the Abyss, pardon, je crois. Non, c'est Made in Abyss. Made in Abyss, merci beaucoup, dont tu avais parlé dans Tech Café. Il faudra peut-être qu'on refasse un épisode sur Made in Abyss, mais il y a le design des personnages qui est très mignon, et il faut absolument pas voir ça, je pense, avec des enfants qui trouveraient ces personnages mignons, parce qu'évidemment derrière c'est un tout autre thème qui est traité, on en reparlera, mais c'est intéressant cette dualité entre l'apparence des personnages, l'apparence d'une histoire et la force que ça peut revêtir ou les émotions que ça peut engendrer. C'est assez intéressant cette dualité, et j'ai le sentiment effectivement que les Japonais sont très très bons pour manier cette dualité, effectivement. C'est même pas une histoire de dualité, c'est juste que ils font des animés de tous les styles. Et donc il y a des animés délire, il y a des animés complètement cons, il y a des animés des comédies, il y a des trucs d'action, il y a de tout quoi. Et parmi dans le tas, avec un style graphique qui est quand même analogue un petit peu, qu'on reconnaît quoi, ils peuvent faire des films vraiment adultes mais par contre, donc ça si tu veux, c'est vrai que cette dualité elle est aussi là quoi, hein, c'est juste qu'ils utilisent les codes de l'animé mais pour raconter une histoire adulte tout simplement. Et il y a un autre truc, c'est que je trouve qu'ils sont très très forts quand même pour évoquer la subtilité des sentiments de manière avec du dessin quoi. Ouais. Et c'est depuis très longtemps. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit de voir les Miyazaki. Enfin, il y a une délicatesse et une justesse dans Totoro par exemple. Avec les enfants. C'est-à-dire les enfants, ils se comportent comme des vrais enfants. Tout est crédible, tout est. C'est très impressionnant de voir la justesse avec laquelle ils arrivent à. Bon, évidemment, pas tout, forcément, pour toutes les productions japonaises et animées, hein, c'est pas la question, mais il y a vraiment, dans le tas, il y a vraiment de nombreux films qui ont une justesse de ton qui est vraiment impressionnante, je trouve. Effectivement, y compris dans les émotions véhiculées par les adolescents dans Your Name, je trouve que c'est très fort. Et d'ailleurs, ça me permet, ce que tu dis sur les doublages, de souligner que, alors moi j'ai vu Your Name en français, en version française, et j'ai trouvé ça très bon. J'ai vraiment eu l'impression que c'était des acteurs qui prenaient la parole. J'ai eu aucun sentiment de mauvaise adaptation en version française. Alors peut-être parce que je ne l'ai pas vu en version originale avant, je pense que je le reverrai, et peut-être en version originale pour me faire une autre impression, mais moi j'ai eu le sentiment que la version française était très bien travaillée. Alors après vous me direz, probablement que les puristes ne trouveront jamais qu'une version française est à la hauteur. Moi j'ai trouvé ça très bon pour Your Name en tout cas. Your Name que vous trouvez donc sur Netflix, et puis Maquilla que vous trouvez a priori plutôt en Blu-ray, mais peut-être que ça arrivera plus tard sur les plateformes de VOD. Guillaume, est-ce qu'on a fait le tour des recommandations qu'on voulait faire pour cet épisode ? Oui, ça sera tout pour aujourd'hui, oui, effectivement. Bon, après, si vous voulez, si vous voulez délirer, vous pouvez regarder 2 épisodes de Monster Musume, mais la crypto-recommandation de l'épisode. C'est ça, c'est la crypto-recommandation secondaire qu'on vous invite à suivre. Avec Dino Machin. Avec Dino Trucks, oui, alors dans une toute autre proportion. Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour cet épisode. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez toujours plus nombreux semaine après semaine dans les épisodes de Paraculte. On compte sur vous pour faire connaître l'épisode, pour faire connaître Paraculte au sens large, pour nous dire ce que vous pensez de l'épisode dans les avis sur les plateformes de podcast. Ça compte aussi beaucoup pour nous, pour avoir les remontées. Vous avez répondu toujours présent à l'appel pour notre autre podcast sur la tech qui est Tech Café, et déposer des avis qui sont toujours très encourageants. On vous invite à faire pareil sur Paraculte. Réagissez aussi sur paraculte.fr, et puis n'hésitez pas aussi à nous recommander des choses qui vous ont beaucoup parlé de votre côté. Peut-être que c'est des choses qu'on pourrait découvrir et dont on pourrait parler par la suite. Merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Paraculte. À très bientôt Guillaume. Ciao à toutes et à tous. Ciao, à très bientôt. Ciao.